Poignardé, scalpé, électrocuté, abattu, torturé, englouti dans de la lave en fusion, le cœur qui explose. Le cinéma des années 2000 a offert à ces méchants des fins sombres. Aujourd'hui, nous allons classer leur destin, du plus macabre au plus atroce. Comme d'habitude, commençons par les méchants qui s'en sont tirés avec une tape sur les doigts ou, au pire, ont survécu. Voici les destins non létaux. Quoi qu'on en dise, la fin la plus facile de notre liste doit être celle du chasseur de juifs dans Inglourious Bastard, comme son surnom l'indique bien. Dès le début, on a dit que c'était un monstre raciste, complice d'un génocide et d'un régime terrible, auquel il n'est même pas fidèle. Quand tout s'effondre, il trahira volontiers son pays pour sauver sa propre peau. Je me rends officiellement à vous, lieutenant Rennes. Et malheureusement, selon Tarantino, ce changement d'allégeance entraînerait qu'il soit gracié pour ses crimes et même félicité pour son rôle dans l'assassinat de Hitler. Sa seule vraie conséquence est une cicatrice en forme de croix gammée sur le front, faite par les bâtards, le rendant à jamais identifiable comme nazi. Mais ce type a aidé à tuer et persécuter beaucoup de gens et s'en est sorti avec juste quelques égratignures sur le front. Il affiche fièrement son surnom de chasseur de juifs et considère même cette cicatrice comme un insigne d'honneur. Ensuite, abordons le destin du Joker, un méchant qui n'a pas besoin d'introduction. Pas celui-là, mais le Joker de Fledger est d'un tout autre niveau de plaisir psychotique. Ce soir, c'est nous le spectacle. Il n'y a rien de tel que l'équilibre d'un méchant qui est à la fois purement chaotique et maléfique, mais aussi tellement divertissant. Alfred l'a dit le mieux, le Joker veut juste voir le monde brûler. Le plus fou, c'est qu'il a presque réussi. Dans Chevalier Noir, il a tué de nombreuses personnes et semé la peur et l'incertitude à Gotham. Pourquoi si sérieux? Terni l'image publique de Batman et de Harvey Dent, deux héros majeurs de Gotham. Le Joker s'amusait littéralement, selon sa propre perspective tordue. Et même s'il a fini emprisonné à la fin du film, si l'on en croit son rire maniaque à la fin, le Joker était sacrément satisfait de lui-même. Bien qu'il doive passer sa vie en prison pour ses crimes, certains fans ont suggéré qu'il aurait pu être exécuté. Il avait toujours la satisfaction malsaine de savoir qu'il avait obtenu exactement ce qu'il voulait, à savoir le chaos pur. Il n'est peut-être plus libre, mais il s'est bien amusé et il semble plutôt satisfait de lui-même au final. Or, au fait, est-ce que quelqu'un veut savoir comment il a eu ces cicatrices? Non? Bon, passons au Docteur Octopus de Spider-Man 2. En termes de brutalité, le Docteur Octopus a sans doute eu le pire sort des antagonistes des films Spider-Man avec Tobey Maguire. Il se sacrifie en utilisant ses dernières 6 forces pour arrêter son réacteur nucléaire, puis sombre avec son œuvre au fond de la mer. Il a tout fait pour éviter de mourir en monstre, subissant finalement 2 des morts les plus douloureuses de cette liste. Du moins, pensions-nous. Sinon, il serait plus haut, mais il revient dans le Marvel Cinematic Universe avec No Way Home, où il se rachète. Otto. C'est toujours un plaisir de te voir, mon garçon. Il aide finalement Peter et ses amis, prouvant qu'il n'est pas mort en monstre. Bravo à toi. En tant que méchante principale, Regina George est sans doute la vilaine la moins maléfique de notre liste. Le titre de son premier film la décrit parfaitement, une fille méchante. Un jour, elle m'a frappé au visage. C'était génial. Mais heureusement, pour toutes les innombrables personnes qu'elle a harcelées au fil des ans, le karma l'a frappée comme un bus. Ou plutôt, le karma l'a littéralement percutée avec un bus. Et d'une manière ou d'une autre, elle a survécu pour raconter son histoire. Certaines filles affirment l'avoir vu tourner la tête à 360 degrés, mais ce n'est qu'une rumeur. Après avoir survécu, elle rejoint une équipe de lacrosse au début de sa dernière année de lycée. Il n'a fallu que quelques mois pour qu'elle se remette après avoir été renversée par un bus. C'est un rétablissement incroyable, mais ces 6 mois n'ont pas dû être faciles. Comme avant que l'anime ne leur donne des arcs de semi-rédemption, parlons des ex-maléfiques de Ramona Flowers. On pourrait penser que ces types sont morts, mais non. Ils reviennent tous officiellement après leur défaite, ayant appris de l'expérience, puisqu'ils étaient 7, allons-y en rafale. Pour commencer, Roxy Richter, l'une des ex de Ramona les plus stylées, est vaincue, mais pas lors du combat à l'épée épique qu'elle aurait voulu, mais plutôt par... Ramona explique que l'arrière de ses genoux est son point faible, car le moindre frottement l'a fait exploser. Je suppose que c'était une explosion plus agréable que Gideon Graves, tué par Scott
après avoir enfin pensé qu'il valait mieux ne pas être une mauvaise personne. Bien joué Scott, mais pas de chance pour Gideon puisqu'il va être réduit à un tas de pièces qu'il ne pourra même pas dépenser. Si tu veux affronter Matthew Patel, tu n'es ni très malin ni très malchanceux. Après sa défaite contre Scott, il explose. Et à moins que Matthew ait des sortes de fantasmes bizarres dont il ne parle pas, je ne pense pas que son explosion aurait été aussi satisfaisante que celle de Roxy. Les jumeaux Katayanagi partagent la passion musicale de Scott. Au moins, ils ont eu une sortie mémorable lors de la bataille des groupes. Après leur combat musical, ils sont écrasés par leur propre avatar de dragon géant. Ça a sûrement été très douloureux et traumatisant pour la foule, mais au moins c'était spectaculaire. Luca Lee preuve que la pression des pairs peut être fatale, et le deuxième ex de Ramona. Sachant qu'il ne pouvait vaincre un gars aussi massif que Luca, Scott a choisi de le manipuler pour qu'il descende la rampe si vite qu'il s'est écrasé à l'atterrissage. Mec, les gens prennent la mort à la légère dans cette série. Et enfin, Todd Ingram a eu la fin la plus brutale du groupe, même si ce n'est pas forcément un exploit. Sa chute était double. Non seulement il a perdu ses pouvoirs véganes après avoir réalisé que le lait demi-écrémé n'est pas vegan, Bouge pas! Police vegan! mais Scott l'a tué d'un coup de tête unique, juste devant sa petite amie. Il faudra une aide psychiatrique importante, recommandée pour tous, sauf l'épouvantail. Note à soi, toujours vérifier les antécédents de son psychologue. Jonathan Crane paraît inoffensif malgré son impolitesse, mais derrière son masque effrayant, il devient l'épouvantail. Croyez-nous, l'épouvantail n'a rien d'une blague. Il développe une toxine spéciale de la peur pour torturer ses patients, sans autre raison que le simple plaisir de le faire. Plus tard, il rend son casier judiciaire encore plus horrible en vendant ses produits à d'autres criminels. Après que Batman lui ait fait goûter à sa propre médecine en le pulvérisant avec la toxine de la peur, Pour qui travailles-tu? il est placé en garde à vue jusqu'à ce que Bane le libère 2 films plus tard pour reprendre ses activités. Heureusement, il semble enfin derrière les barreaux pour de bon. Il a au moins goûté au tourment qu'il faisait subir à ses patients, ce qui valait mieux que rien. Et pour clore cette catégorie, nous avons le principal méchant de La Revanche d'une blonde, le professeur Callahan. Issu d'un des films les plus légers de cette liste, voici l'un des méchants les plus réalistes. Une figure d'autorité corrompue. Callahan a montré son vrai visage quand Ellie a affaibli l'affaire contre Brooke Winden et en a profité pour la féliciter en la draguant. Callahan en subit malheureusement très peu de conséquences. Vous êtes en train de me draguer? Tu es une belle fille. Il n'est pas indiqué qu'il a été licencié ou rétrogradé, ce qui serait un minimum. La seule mention à son sujet dans le mini-épilogue concerne Emmett, quittant son cabinet d'avocat. Donc il semble qu'il s'en soit sorti sans aucune conséquence. Ou du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. En réalité, certains commentaires audio de Digital Versatile Disc et des scènes bonus confirment que Callahan a non seulement été licencié de son poste, mais qu'il a aussi fini en prison pour agression sexuelle sur une étudiante. Il va donc probablement passer un sale quart d'heure en prison. Cela dit, il est temps d'aborder les destins définitifs dont nous parlerons aujourd'hui. Voici les fins rapides pour les méchants, qui n'ont pas eu à souffrir longtemps avant de disparaître. Parlons de Megatron, prétendant au titre de méchant le plus emblématique et ayant survécu au plus grand nombre de morts. Dans le film de 2007, il meurt d'une manière que j'imagine être assez douloureuse. Écoutez, je ne sais pas exactement comment la douleur fonctionne pour les robots, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a reçu de plein fouet toute la puissance de l'Allspark, a été surchargé par son énergie et a explosé en conséquence. Donc en gros, il a eu la même fin que Kai dans Kung Fu Panda 3, sauf que c'est un robot, donc c'était probablement beaucoup moins douloureux. Dans tous les cas, le gros robot a fait un gros boom, et c'est tout pour celui-là. Et de la même manière, Frank Costello a eu une fin assez rapide. Les méchants des films criminels sont parmi les plus terrifiants, car on a l'impression que des types comme Costello existent vraiment. Je veux dire, il était vaguement inspiré du célèbre gangster de Boston, Whitey Bulger. Il est psychotique, impitoyable et échappe toujours à la justice de l'univers. Es-tu toujours flic? Non! Non! Jusqu'à la fin, où il se fait tuer presque instantanément. Comparé à d'autres choses de cette liste, c'est plutôt soft. Honnêtement, la rapidité de leur mort rend l'ensemble encore plus choquant et sombre. Son bras droit, Frenchie, se fait tirer dessus par les flics puis se suicide tranquillement. L'équipe se fait massacrer pendant la fusillade, puis cette scène d'ascenseur brutale. Ra's al Ghul est peut-être immortel à certains égards, mais même le chef de la Ligue des Ombres n'aurait pas pu survivre à l'explosion dans laquelle il s'est retrouvé. Faut aimer Batman, non? Je suis Batman. Malgré les critiques sombres sur sa règle de ne pas tuer, il excelle à déceler les failles,
comme lorsqu'il découvre que son ancien mentor veut empoisonner toute la ville et pousser les habitants à s'entretuer, préférant ainsi détruire Gotham plutôt que de l'améliorer. Pas de souci, Batman n'est pas obligé de sauver quelqu'un juste parce qu'il refuse de le tuer. S'il est piégé dans un train hors de contrôle, tant pis. Tu sais que tu as bien agi quand ton ennemi juré ne tente même pas de s'en sortir. Il a accepté son sort, c'est presque respectable. Cependant, certains justiciers n'ont pas la même règle de non-violence. Voici Ban. On penserait qu'un méchant avec la voix de Patrick Stewart et Sus de Gravity Falls dans une gaffe serait moins intimidant, mais pas du tout. La paix a coûté ta force, la victoire t'a vaincu. Bane est terrifiant. C'est l'un des méchants les plus impitoyables et maléfiques de la série. Si tu t'attends à retrouver ses côtés gentils et influençables du dessin animé Harley Quinn, prépare-toi à être déçu. Bien qu'il ait commis de nombreuses atrocités, Bane a eu une mort brève, tué à bout portant par Catwoman. Il faut aussi considérer la douleur de ses blessures qu'il a supportées toute sa vie. Mais pour un type qui passait ses journées à torturer, terroriser et massacrer d'innombrables personnes, il s'en est clairement sorti avec beaucoup moins de temps pour réfléchir à ce qu'il avait fait que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le colonel Miles Quaritch est le prochain. Avatar a toujours été un film déroutant pour nous, mais un message restait clair. Ce type est une vraie menace. Il est déterminé à obtenir toutes les ressources possibles de terres lointaines, peu importe qui il doit écraser sur son passage. Ou du moins, il l'aurait fait s'il n'était pas mort sous les flèches de Neytiri. Ce qui aurait été une fin plus lente qu'une simple balle. Bien que ce ne soit pas la pire, le bouffon vert a eu une fin brutale. Suite à une expérience ratée, il cède à son alter ego féroce et commet des actes terribles en ville. Bonjour. Malheureusement pour lui, cet alter ego instable ferait face à un autre moins instable. Finalement, lors de son dernier combat contre Spider-Man, il serait empalé par son propre planeur, ses derniers mots étant une supplique de ne jamais révéler à son fils ce qu'il avait fait. Honnêtement, c'est une mort déprimante, surtout vu ses efforts initiaux pour résister au bouffon vert. Au final, il tenait à son fils, mais pas assez pour vaincre son côté sombre. Enfin, voici Patrice Sinclair. Comme un autre méchant l'a dit, on révèle son vrai visage à l'article de la mort. Pour Patrice ici, ses couleurs étaient jaune, moutarde et amaryllis, parce que ce type était un lâche fini du début à la fin. Cet homme croyait pouvoir être exposé pour trafic sexuel d'enfants et discuter calmement avec le père d'une victime adolescente. Honnêtement, il a eu de la chance de s'en sortir avec une mort instantanée par 5 balles, car il méritait bien pire. Et la seule raison pour laquelle nous l'avons classé ici, étant donné que sa mort a été relativement rapide, c'est qu'il a montré une terreur plus primitive que pratiquement tous les autres de la liste jusqu'à présent. Une place spéciale en enfer l'attend, et son visage montre qu'il le savait parfaitement. Ce n'était pas personnel. Pour moi, tout cela était personnel. Passons à la catégorie intéressante, les fins douloureuses. Ces méchants ont eu des morts brutales. Pour commencer, Azog est un grand seigneur orc et l'un des principaux méchants des films Le Hobbit. Eh bien, il est grand dans le sens militaire du terme, pas vraiment dans le sens moral. L'odeur de la peur. Azog est un exemple où juger un livre à sa couverture est justifié, car il est aussi méchant qu'il en a l'air. C'est un méchant prêt à sacrifier ses propres hommes pour faire passer un message. C'est un type méprisable, c'est pourquoi personne n'a été mécontent de sa mort aux mains de Thorin, dont il s'est moqué de la mort du père et à laquelle il a contribué. Transpercé en plein cœur malgré son armure, son sourire a disparu et il a été laissé à mourir sur la glace, réalisant son échec. Et ça, c'est froid comme la glace. Parlons d'un autre méchant emblématique, Voldemort. 7 films avec ce type, causant toutes sortes de terreurs pour Harry et à peu près tout le monde autour de lui. Harry Potter est mort. La mort de Voldemort a été douce amère pour de nombreux fans. Amère car elle marquait la fin d'une ère, mais douce car elle signifiait la fin de Voldemort. Quand le sort de désarmement de Harry neutralise celui de mort de Voldemort, Sens Neferatu est vaincu par sa propre baguette, subissant une lente désintégration digne du curriculum vitae de Thanos. Il doit crier, mais pour lui, il est déjà trop tard. Mais ensuite, parlons de Venom.
En tant que l'un des ennemis les plus emblématiques et terrifiants de l'homme araignée, il était hors de question que Venom tombe sans se battre. Aussi redoutable soit-elle, cette menace extraterrestre a une faiblesse, le bruit. Peter exploite cela au combat final en piégeant Venom dans une cage de tuyaux métalliques et en l'assommant avec du son. Surstimuler Venom fut efficace mais presque fatal, car il s'est transformé pour échapper à son destin. Tragiquement, lorsque Peter a lancé une grenade sur Venom, Eddie a sauté pour essayer de sauver son nouvel ami extraterrestre, ce qui, malheureusement pour lui, a entraîné l'explosion des deux en 1000 morceaux. Il aurait pu éviter cela avec des écouteurs, mais peut-être valait-il mieux qu'il n'y ait pas pensé. Étant issu d'une saga cinématographique où toute l'intrigue, et littéralement le titre, tourne autour de sa mort, on pourrait penser que Bill aurait une fin plus satisfaisante, moins triste. Je veux dire, ne vous méprenez pas, la mort qu'il subit est brillamment écrite, et tout ça, mais franchement quand même. Après que son cœur a été brisé par son ex-amante blessée, ils discutent simplement. Après cet affrontement, il n'y a plus de haine entre eux. C'est juste comme, pouf, disparu en un instant. Un peu comme le cœur de Bill en fait. Faire exploser son cœur doit être très douloureux. Mais vu tout ce que Bill a fait subir aux autres et la souffrance qu'il a sûrement endurée, ce n'était sans doute pas sa pire douleur. Surtout si l'on considère qu'il se sentait suffisamment bien pour avoir une conversation calme avec son meurtrier après coup. Ensuite, c'est au tour de Smaug. Nous n'avons rien contre les méchants complexes, mais parfois, c'est agréable d'avoir un conflit simple du genre « tuer le méchant dragon ». Voici Smaug, un dragon qui ne s'intéresse guère à autre chose qu'à avoir la demeure la plus luxueuse possible, utilisant sa puissance pour chasser les créatures plus faibles comme les nains de leur foyer. J'adore les morts. Sa mort est aussi simple que sa motivation. Une flèche en plein cœur tuerait un humain instantanément, mais pour un dragon comme Smaug, son cœur, aussi noir soit-il, reste immense vu sa taille. Il est donc logique que Smaug ait eu le temps de faire une sortie spectaculaire, restant majestueux comme un dragon. Le vieil adage s'est confirmé, plus on est grand, plus la chute est dure. Contrairement à Bill, il n'avait même pas de femme à qui parler à la fin. Ici repose Smaug. Il n'a jamais marqué de point, mais parlons du soi-disant puissant Commode, principal méchant de Gladiator. Comment le principal méchant d'un film de Gladiator pourrait-il mourir? Je vous laisse deviner. Voilà, malgré ses complots pour tricher et gagner, Commode a oublié un détail crucial. Maximus était bien plus fort que lui. Ainsi, quand il a sorti un couteau caché pour attaquer son adversaire, Maximus l'a maîtrisé et lui a planté le couteau dans la gorge, fermant ainsi définitivement la bouche à ce fanfaron en herbe. Non seulement Commode a dû affronter la honte et l'humiliation de cette défaite déshonorante, mais il a aussi été poignardé à un endroit plutôt sensible. Pourquoi tu te poignardes? Pourquoi tu te poignardes? Mais si nous devons parler de blessures sensibles, nous devons évoquer la mort d'Oren Ishii, c'est l'une des plus tragiques de notre liste. Malgré la rancœur due à la trahison de la vipère mortelle, toutes n'étaient pas identiques. Prenez Oren par exemple. Contrairement aux autres combats, le duel de Béatrix Kiddo avec elle ressemble moins à une vengeance d'assassin qu'à un vrai duel. Elles se respectent mutuellement, ce qui rend la scène où Oren se fait scalper d'un coup plus difficile à regarder. Se faire ouvrir le crâne est probablement une façon de mourir assez instantanée, mais la mort d'Oren était accompagnée d'un poids émotionnel et d'au moins quelques secondes de douleur extrême. Pour finir cette catégorie, voici Double Face, dernier méchant de la trilogie Dark Knight, autrefois Harvey Dent. Je dois avouer que j'ai vraiment de la peine pour Double Face. Il a entendu sa fiancée mourir au téléphone, impuissant, et a fini avec la moitié du visage arraché. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Gus dans Breaking Bad, sauf qu'il a dû vivre comme ça. Cela l'a rendu fou, le poussant à décider du sort des autres en lançant une pièce. Tu n'oserais pas te justifier si tu savais ce que j'ai perdu. Bien que ces derniers jours aient été rudes sur la planète, sa mort fut juste une chute vers la fin, l'empêchant de sombrer davantage. Aussi douloureux que ce soit, il allait tuer le fils d'un homme devant lui. Tu as donc perdu la sympathie que tu avais, mec. Voici notre dernière catégorie. Certains ont connu des sorts pires que la mort, rendant celle de Double Face presque enviable. Juste hors du podium de la brutalité, l'une de mes morts préférées, Marco Oxa, une fin vraiment satisfaisante. Je te retrouverai. Et je te tuerai. Bonne chance. La traite des êtres humains est l'un des pires crimes
Et ce type en est coupable. Et voir ce monstre suffisant être attaché à une chaise électrique de fortune était bien le minimum qu'il méritait. J'ai besoin que tu restes concentré. Smith l'a électrocuté pour savoir où était sa fille. Et même après ses aveux, cela ne suffisait pas à Smith. Malgré ses supplications, il l'a laissé mourir électrocuté jusqu'à ce que son corps cède. Et étant donné à quel point il avait réglé la puissance au minimum, cela aurait probablement été un processus long. En conclusion, beau travail Smith. La médaille de bronze pour la brutalité revient au tracker noir de « Je suis une légende ». Ces gars-là sont un rappel solennel que, malgré toutes les pandémies mondiales que nous avons pu traverser ou non au cours des 5 dernières années, cela pourrait toujours être pire. Je veux dire, au moins, on n'a pas affaire à une épidémie qui nous tue ou nous transforme en zombies proches des vampires qui meurent lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette. N'est-ce pas? Oui, ce ne doit pas être très agréable. Surtout que les trackers nocturnes semblent assez intelligents pour créer des pièges pour éloigner les étrangers. Et savaient probablement à quel point cela leur nuit. Bien sûr, leur fin pourrait être une explosion de lumière, ce qui ne justifierait pas leur place élevée au classement. Mais le fait qu'ils soient juste assez intelligents pour comprendre la plupart de ce qui se passe est en réalité au-delà de l'horreur. Et cela rend cette mort bien plus brutale en conséquence. À l'inverse de son obsession iconique, ne vous y trompez pas, Gollum est tout sauf précieux. Oh, regarde-toi, si jeune et heureux. Où sont passées les années? L'existence de Gollum, ou de Sméagol selon le jour, était vraiment tragique. Ce gars s'est réveillé, a vu son cousin trouver une bague cool et a choisi le meurtre. Pour le péché d'avoir utilisé le meurtre afin d'obtenir l'anneau sans autre désir que la pure cupidité égoïste, Gollum a été transformé en une coquille ratatinée et vide de ce qu'il était autrefois. C'est stupide. Sans aucune bonne volonté qui ne soit liée à son précieux anneau unique. Il a vécu ainsi des siècles avant de tomber dans une montagne en ruine, où, plus troublant encore, la fin de sa vie ne l'a absolument pas dérangé. Il ne voulait que cet anneau. Mourir par le feu était pour lui un prix logique à payer. Quand on a souffert aussi longtemps, il est difficile pour quiconque de vous surpasser en pure brutalité. Cependant, la médaille d'or de la brutalité doit revenir au fléau des 7 mers. Propriétaire du casier, constamment mentionné par le Hollandais volant, et capitaine de l'autre Hollandais volant, Davy Jones. Autrefois grand marin, Davy Jones est tombé amoureux de la déesse Calypso, qui lui a confié la tâche de guider les âmes de ceux qui mouraient en mer vers l'au-delà. Il a accompli cette tâche dans l'espoir de revoir sa bien-aimée, qui ne s'est jamais présentée après 10 ans d'attente. La trahison de sa bien-aimée l'a condamné à errer des siècles comme un faucheur des mers. C'est un travail ingrat, même pour un gars sans cœur comme Davy Jones. On ne l'avait pas mentionné? Oui. Après la supposée trahison de Calypso envers Jones, il s'est vengé en la faisant capturer sous forme humaine. Malgré tout, il éprouvait toujours une grande culpabilité et du désespoir. Alors il a retiré son cœur et l'a enfermé, empêchant ce tyran de mourir sans que quelqu'un ne le transperce. Heureusement pour lui, il est enfin libre. Quand Turner percera-t-il son cœur? Pourra-t-il enfin se reposer après des siècles de souffrance? Tout de même, quand se faire poignarder en plein cœur est le point culminant des 1000 dernières années, c'est une façon vraiment brutale de terminer son histoire. Surtout quand on pense à tout le désespoir et la culpabilité qu'il a dû endurer à cause de ses actes, sans jamais avoir de répit physique ou émotionnel jusqu'à ce moment-là. Attends, c'était un film Disney. Incroyable.